Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui au final n'en est pas vraiment un puisque c'est une vidéo un peu spéciale qui va vous permettre justement de mieux comprendre les vlogs précédents et les vlogs futurs sur Las Vegas, puisque effectivement je tiens à m'excuser, je n'ai certainement pas été assez pédagogue sur les particularité de Vegas, j'ai envie de dire, et c'est un message de Franck donc qui m'a fait prendre conscience de ça, effectivement, où il a mis plusieurs éléments en avant, et je me suis rendu compte effectivement que de votre propre expérience à vous durant les parties françaises ou réunionnaises ou d'autres endroits à travers le monde, vous avez certainement des difficultés à comprendre certains de mes raisonnements, puisque c'est des raisonnements qui sont vraiment très spécifiques aux limites auxquelles je joue actuellement à Las Vegas. Alors le but de cette vidéo, c'est justement de vous faire mieux comprendre un petit peu mes raisonnements, mais j'ai décidé justement d'aller pousser un peu plus loin le concept et d'essayer de vous faire une sorte de mini-guide quelque part, puisque ça vous permettra, lorsque vous allez venir ici, de peut-être perdre un peu moins de temps sur le profiling des joueurs et ainsi vous adapter beaucoup plus rapidement lors de parties et de plus courts séjours. Alors bien évidemment, ce n'est pas une vérité absolue tout ce que je vais vous dire, je tire ça tout simplement de mon expérience. On ne va pas parler également des exceptions, on va essayer de parler plutôt des tendances qu'il y a ici, et on va se focaliser effectivement sur des parties qui sont plutôt de la 1-2, 1-3. Bien évidemment, les parties au-dessus de 5, 5-10, on est encore sur des autres raisonnements. Donc là, je pars plutôt du principe vraiment basé sur de la 1-2, 1-3, que les choses soient bien claires, et on n'aura pas à le répéter comme ça tout au long de la vidéo. Alors si vous voulez vraiment performer dans le jeu live, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler vos capacités de profiling. C'est ce qui vous fera vraiment gagner un maximum de temps sur les tables, notamment dans des endroits comme Las Vegas où vous allez rencontrer énormément de profils différents. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu déjà ces bases de profiling. Alors bien sûr, le profiling, c'est quelque chose en fait de très complet, puisqu'on peut effectivement s'intéresser sur les bases de caractéristiques sociologiques, sur le comportement des personnes que vous avez à la table, mais également sur les phases techniques pures liées au poker. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux bases sociologiques et un petit peu quelques éléments techniques vraiment de base. Dans cette vidéo, je m'appuierai également sur différents coups que j'ai joués durant les précédents vlogs. Ça me permettra d'appuyer mes propos. Donc voilà, on va essayer d'apporter le maximum de valeur dans cette vidéo et c'est tout de suite. Alors, quand vous venez de jouer à Las Vegas, déjà le premier paramètre à prendre en compte, c'est de savoir si vous jouez contre un joueur américain ou si c'est un joueur étranger. Les joueurs américains ont quand même des tendances à jouer beaucoup plus serré que les autres joueurs à travers le monde. De ma propre expérience, c'est vraiment ce que j'ai vu régulièrement. Donc ça, pour moi, c'est le premier paramètre. Le second paramètre, c'est effectivement au niveau de l'âge. Vous avez les joueurs donc de plus de 50 ans et moins de 50 ans. Déjà, on est vraiment dans deux écoles différentes. Donc les joueurs de plus de 50 ans, de manière générale, sont aussi plus serré. Plus de 60, c'est encore pire. Donc voilà, ça déjà c'est vraiment le second paramètre. Bien évidemment, quand vous commencez à descendre en âge, moins de 35 ans, moins de 30 ans, c'est beaucoup moins serré, bien évidemment, de manière générale encore une fois. Donc comme je vous le disais également, ce qui va également vraiment interférer dans vos décisions et dans vos raisonnements, c'est surtout la limite sur laquelle vous allez jouer. Les raisonnements et les thinking process sont totalement différents dès lors que vous jouez en 1-2, 1-3 et dès lors que vous allez monter, ne serait-ce qu'en 2-5. En 2-5, on n'est plus du tout dans les mêmes process. Donc à partir de là, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, sera vraiment destinée en dessous de la 2-5, donc 1-2, 1-3, 2-3 également, qui est en fait un peu... c'est très rare la 2-3, hein. Là je la joue au sauce point, comme vous le savez. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs je n'en connais même pas d'autres en fait. Et celle-ci est vraiment très particulière puisque je l'estime entre vraiment la 1-3 et la 2-5 pour de multiples raisons, mais sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Donc voilà, sachez juste que les profils sont vraiment différents et que les profils en 1-2, 1-3 vont être très très spécifiques de manière générale. L'autre élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est définir les joueurs qui sont là juste pour les vacances, qui sont là pour s'éclater, et les joueurs en fait qui sont des joueurs réguliers, des joueurs locaux, donc, ou des joueurs en fait même pros qui viennent d'autres états bien évidemment. Donc comme je vous disais, bien sûr, les joueurs qu'on a envie de jouer, c'est les joueurs qui viennent pour s'éclater, qui viennent à Vegas, qui font pas attention, qui font même n'importe quoi. Donc cela effectivement, c'est nos cibles prioritaires, j'ai envie de dire. Mais vous avez également des règles. Donc là, quand on commence à partir dans les règles, vous avez les règles qui sont là pour passer du temps. Souvent des retraités qui ont une pension, qui gagnent en fait de l'argent et qui viennent juste passer le temps, qui aiment le poker, qui jouent depuis très longtemps, mais qui ont un niveau de jeu qui est plutôt très faible. Après, vous avez des joueurs réguliers de complément. Ce que j'appelle des joueurs réguliers de complément, c'est tout simplement des joueurs qui sont gagnants et qui viennent chercher un complément de revenus. Alors,
Ils viennent là, ils sont quasiment là tous les jours. Il y a dans certains casinos, effectivement, vous en avez plus ou moins. Et ces joueurs-là sont gagnants, mais ils ont un jeu très simple. Ils ne sont pas là pour gagner des 100 et des 1000, ils sont là juste pour compléter leurs revenus. Donc ils ont un jeu plutôt très abaissé de manière générale. Ensuite, vous avez les règles de promo. Donc ce que j'appelle les règles de promo, ce sont des joueurs professionnels de manière générale qui viennent justement pour jouer dans des rooms qui proposent du rakeback. Donc voilà, c'est des rooms qui vont proposer des promotions. Pour tant d'heures jouées, par exemple, vous allez gagner temps par heure. Des tournois gratuits également dans lesquels vous allez pouvoir jouer et gagner un complément encore si vous êtes dans les places payées. Donc ce sont des joueurs qui ont plutôt un jeu straightforward, donc qui jouent en fait plutôt directement. Quand ils ont du jeu, ils misent. Quand ils n'ont pas du jeu, ils check. C'est plutôt simple de les jouer, et dès lors qu'il y a un petit peu de difficulté dans le coup, ce sont plutôt des joueurs qui abandonnent. Ça reste des joueurs quand même professionnels, donc qui ont quand même de l'expérience, donc ils ne vont pas faire non plus des erreurs grotesques la plupart du temps. Et enfin, vous avez les joueurs réguliers, donc professionnels, qui eux, justement, vous mettront certainement un peu plus en difficulté. Mais dans ces limites-là, honnêtement, ce ne sont pas forcément de joueurs très compétents non plus. Ça sera des joueurs également avec lesquels vous allez pouvoir vous adapter, et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. L'autre élément d'importance, c'est également le casino dans lequel vous allez jouer. Effectivement, selon le casino dans lequel vous allez aller, les profils sur lesquels vous allez tomber va être vraiment très différent. Donc ici, on ne va pas vraiment faire un état des lieux des casinos, bien évidemment, on ne va pas avoir le temps, sinon la vidéo sera vraiment trop longue, mais je vous ferai certainement une vidéo dans les mois à venir, justement sur les différents casinos et les différents profils, les casinos que j'estime qui sont vraiment bien pour jouer au poker. En tout cas, sachez que dans ces casinos, selon les différences qui vont être vraiment notoires, ça va être justement les casinos qui sont sur le strip et les casinos qui sont hors strip. Quand vous allez être sur le strip, vous allez avoir une multitude de joueurs qui sont là justement pour les vacances, qui sont là pour s'amuser, et effectivement donc les profils seront vraiment très différents des casinos que vous allez rencontrer justement un petit peu à l'extérieur du strip, comme au Sauce Point par exemple, où là effectivement il y a des joueurs qui sont plutôt locaux, ce ne sont pas des joueurs vraiment qui sont là pour les vacances, etc., à quelques exceptions près, ou ce sont des Américains justement qui connaissent déjà un peu les lieux. Mais voilà, des joueurs étrangers, il n'y en a pas énormément. De temps en temps, il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même assez rare. Par exemple, le casino de l'Orléans est également un peu ce genre de casino où vous allez avoir pratiquement que des locaux qui vont y jouer. Donc déjà en prenant en compte tous ces paramètres, vous allez déjà pouvoir un petit peu définir le profil de joueur que vous avez en face de vous. Bien évidemment, après, il faudra affiner tout ça sur le côté technique. Au final, le profiling, ça va être quoi? Vous voyez, comme là, je vous ai donné plusieurs éléments, ça va être un petit peu une sorte de technique de l'entonnoir. Vous voyez, un entonnoir, ça a une forme qui va en fait se rétrécir au fur et à mesure. Plus vous allez ajouter de paramètres au fur et à mesure, plus effectivement le profil que vous avez en face de vous va être de plus en plus précis à vos yeux, et vous allez pouvoir justement apporter les ajustements nécessaires pour pouvoir jouer au mieux contre ce joueur. Alors ici justement, vous voyez, le paramètre technique des joueurs américains est quand même assez important, puisque c'est vraiment un des rares endroits où je vois ça dans le monde. Je m'explique. C'est-à-dire que le joueur américain à la base est un joueur qui est plutôt serré, plutôt craintif. Il va vraiment être toujours dans l'obsession de garder les pots petits quand il a une petite main et d'essayer de perdre le moins possible. Il va être capable de faire des gros folds, selon les cas, encore une fois de plus, bien évidemment, selon les profils également que je vous ai donnés en amont. Mais effectivement, il y a pas mal de profils qui vont être capables de faire ce genre de fold. Bien évidemment, les joueurs occasionnels qui viennent pour le fun, etc., en seront incapables. Ça sera des joueurs comme vous avez l'habitude de jouer en fait dans d'autres endroits tels que la France, d'autres pays, la Réunion, etc. Mais globalement, voilà, la base, j'ai envie de dire, ce sont des joueurs qui sont plutôt sérieux. Surtout quand on parle de joueurs réguliers. Peu importe le type de joueur régulier, pro jusqu'à en fait le joueur régulier pour passer le temps, ce sont des joueurs qui sont un petit peu dans cette configuration mentale. Donc quand on prend ce paramètre en compte, on s'aperçoit effectivement que les joueurs américains ont un gros problème pour value correctement les mains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie d'entre eux sont adeptes du slow play. Donc ils sont toujours en train de créer des pièges, essayer en fait de laisser les autres miser pour vous revenir dessus ou pour just call selon la force des jeux. Mais voilà, c'est vraiment une tendance qu'il y a dans pas mal de joueurs, surtout de plus de 50 ans. Il y a également donc des joueurs qui vont plutôt contrôler les pots selon la force de la main, même avec une top pair. Il va y avoir un continuation bet, mais ils sont vraiment capables de checker souvent sur le turn pour contrôler un peu la taille de ses pots. Alors quand je dis checker turn, c'est aussi, ça peut être checker river, par exemple quand vous avez payé 2 fois leur mise. Et là justement vient un paramètre qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'ils font ça parfois avec des mains plutôt très fortes. Regardez par exemple ici, je ne sais pas si vous vous rappelez le coup, donc on était avec As-10 de carreau.
Et effectivement, on a un tirage carreau, le flop c'est 5-3-3, et le joueur donc à ma gauche avait full floppé. Derrière, une dame sort, un autre 3 sortira à la river, donc là il ne sera plus max, il y aura effectivement la paire de dames qui va le battre, qui fera un full les dames par les 3, et effectivement le carré de 3, mais c'est tout. Et ce joueur donc sera en position et va décider de checker derrière moi, donc de craindre que j'ai un meilleur jeu que lui. Donc bien évidemment pour nous ça nous semble aberrant, mais voilà, certains joueurs américains donc, sont capables de faire ce genre de play, ce qui est vraiment assez stupéfiant. Du coup, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que souvent, si vous cherchez à faire des value river contre ce type de joueurs donc, qui sont capables vraiment de checker certaines mains vraiment très fortes, ben, vous allez souvent vous value cut. Moi, je vous avoue que Las Vegas est de loin, même de très très loin, l'endroit où je me value cut le plus, justement sur ces profils-là, où je n'ai pas encore l'information, bien évidemment. Une fois que j'ai l'information, je fais un peu plus attention, mais voilà, sur le nombre de profils qui sont capables de faire ça, je suis souvent un peu surpris de ces lignes de play. Après, il y a d'autres cas de figure également, où vous allez justement faire des call muck, puisque la plupart du temps, quand ces joueurs américains vont miser, ils ont toujours un jeu très fort. Donc des fois même, avec le 3e ou 4e nuts en main, vous allez call, mais vous allez souvent perdre. C'est vraiment très particulier par moment donc sur ces limites là. C'est vrai que sur la river, en général, quand les joueurs misent, ils sont souvent un jeu plutôt fort. De manière générale, encore une fois de plus, sur des profils d'habitués. Voilà. Je préfère vraiment que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Là, je parle plutôt des profils de joueurs habitués. On va pas vraiment parler des joueurs qui font un peu n'importe quoi, qui vont balancer un peu partout. Ça sera bien évidemment à vous de les profiler, ces joueurs-là. Les profils donc d'un certain âge, ça sera plus justement ces profils dont je viens de vous parler, qui vont être donc capables de slow play, qui vont être capables de checker sur la river avec des jeux très forts, ou qui vont miser en fait river et où vous allez souvent call muck. Voilà, c'est plus ces profils-là dont je parle, et qui sont quand même assez présents à Las Vegas. Il y a beaucoup de joueurs d'un certain âge qui jouent quand même, de manière générale. Allez, on est reparti. Donc, comme vous voyez, le décor a un peu changé. J'ai fait une petite pause déjeuner et j'attaque maintenant avec vous donc les ranges de 3 bêtes. Donc, c'est un élément important de ces parties 1, 2, 1, 3. Effectivement, c'est vraiment très différent de ce que vous allez rencontrer dans différents pays, mais également en fait sur Vegas dès lors que vous allez jouer en 2-5. Effectivement, les ranges de 3 bêtes sur les joueurs, encore une fois, on parle des joueurs qui sont plutôt habitués, on parle des joueurs en fait qui ont quand même des notions au poker, et il y en a quand même pas mal sur Las Vegas. On fait exception effectivement des joueurs qui font un peu n'importe quoi. Là, ceux-là, je vous laisse encore une fois de plus les catégoriser. Mais les joueurs qui savent à peu près jouer, que vous estimez des joueurs corrects, leur range de 3 bêtes sont souvent très fortes en 1-2, 1-3. Pour pas dire vraiment très hautes dans les ranges, puisqu'on est souvent face à des as, à des rois, à des dames, à des valets, à des as-rois, même as-dame régulièrement, ce ne sont même pas des mains qui sont 3 bêtes. Donc voilà, pour vous dire un peu la puissance des mains. Donc effectivement, on va reprendre le commentaire dont je vous avais parlé au départ de Franck, qui commençait à nous expliquer justement donc, dans ce coup où il y a un joueur en fait qui est une calling station qui relance à 15 et je décide de 3 bêtes au bouton à 45 ou 50, je sais plus, là je vais pas regarder à nouveau la vidéo, mais de mémoire voilà c'est 45-50. Et le joueur en small blind ou big blind, je ne me rappelle plus non plus, ça change pas grand chose, décide de call. Ce joueur est un joueur pro que j'ai joué en fait une fois ou deux fois en fait avant cette partie-là et qui est plutôt très solide. Donc là effectivement je me doute qu'il a une grosse main. Et donc il colle juste et le joueur calling station colle également. La question de Franck, c'est, donc on a vu effectivement durant cette partie que c'était une paire de rois qu'il avait à ce moment-là, et pourquoi il ne fait que coller alors que ma range est supposée forte, et effectivement il pourrait certainement me prendre tout, et du coup il laisse la cote donc au joueur calling station. Donc voilà, il disait que c'était plutôt mal joué. Le souci donc dans ces parties, comme je vous le disais, c'est que les ranges de 3 bêtes sont déjà très fortes. Alors effectivement, il pourrait me surrelancer, mais le problème c'est que les ranges de 4 bêtes sont quasi inexistantes à ces limites-là. Il n'y a quasiment personne qui le fait. Dès lors que vous rencontrez un 4 bêtes, il n'y a jamais beaucoup de suspense, vous vous retrouvez souvent confronté aux As ou aux Rois. Donc c'est très rare déjà même de voir ça avec As-Roi. Les dames, de temps en temps, mais c'est très rare aussi, c'est aussi rare que As-Roi, j'ai envie de dire. C'est souvent des mains As-Roi même et paire dame où ça colle les 3 bêtes, ça ne 4 bêtes pas à ses limites. Donc je parle encore une fois des joueurs sérieux. Donc à partir de là, et comme je vous le disais déjà que les ranges de 3 bêtes sont très fortes, le problème c'est, voilà, on pourrait se dire qu'on pourrait profiter justement de ça, qu'il n'y a pas de 4 bêtes, donc
4 bêtes light, 4 bêtes bluff. Le problème, c'est que les ranges de 3 bêtes sont déjà à la base très fortes. Donc du coup, ben, c'est un petit peu la devinette, quoi. Si vous tombez sur les as ou les rois à ce moment-là, ben, vous allez perdre un maximum parce que ça va être très très difficile de prendre plusieurs coups comme ça. Donc il faudrait gagner le coup au moins 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, selon en fait si vous faites un continuation bet ou pas. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de faire des 4 bêtes en bluff, bien évidemment. Et le problème, c'est effectivement de se retrouver, donc il sait que je suis un reg, j'imagine, donc à partir de là, voilà, ça, quand il va me 4 bêtes, ben, je vais tout de suite savoir qu'il a une grosse main, donc je vais fold quasiment tout. Et ben, l'adversaire, c'est pareil, il n'a pas envie forcément de jouer que avec moi, surtout que la veille ou l'avant-veille, je vous avais expliqué dans une autre vidéo que j'avais eu 2 confrontations, les dames contre les rois. Les joueurs en face de moi n'avaient pas pu vraiment optimiser en fait leur coup, donc j'imagine également qu'il n'a pas voulu vraiment non plus me mettre trop la puce à l'oreille, même si en toute sincérité avec vous, dans le coup je vous l'expliquais, je le vois directement sur une grosse main vu son profil de joueur et voilà, qu'il était totalement hors position. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de dégâts pour moi sur ce coup-là. Je pense que dans ce coup-là, il a voulu aussi maximiser le coup contre la calling station et ne pas jouer forcément contre un reg voilà, qui ne prendrait forcément pas toujours le tapis, bien évidemment. Alors voilà, vraiment, si vous jouez sur ces parties-là, essayez de retenir ça dès lors que vous avez des joueurs d'un certain âge ou des joueurs qui sont plutôt sérieux de manière générale. Quand vous faites 3 bêtes, croyez-moi, c'est souvent du mur que vous avez en face de vous. C'est vraiment, voilà, de mon expérience, j'ai quasiment toujours vu des mains vraiment très solides en 3 bêtes sur ces limites. Alors histoire d'appuyer mes propos, j'ai eu la chance durant la semaine d'avoir 2 coups bien différents justement où on va pouvoir voir justement la différence entre les limites auxquelles vous jouez. Donc le premier coup ici, vous voyez, donc il y a eu un call à 3 par UTG. Et UTG plus 2 donc décide de relancer à 7, collé donc par le joueur à ma droite à 7, et j'ai donc les dames sur ce coup et je décide de relancer à 25. Tout le monde fold jusqu'à la small blind, donc qui est un joueur occasionnel, mais qui est plutôt sérieux d'après ce que j'ai vu, et qui décide de surrelancer à 60 en se laissant 95 derrière lui. Le joueur en big blind fold et le joueur qui a limpé UTG colle les 60. Tout le monde fold jusqu'à moi. Et donc vient une décision pour moi, donc avec les dames, je suis quand même dans ma range haute, donc effectivement on pourrait penser qu'un call est quasiment automatique. Or j'ai 35 à mettre, le joueur donc, qui m'a relancé à 60 à 95 derrière lui, donc il est bien évident que je n'ai pas de cote pour aller chercher un brelan. Alors pourquoi un brelan? Je me dis même pas ici que je suis devant et qu'effectivement je peux avoir une chance d'avoir As-Roi en face de moi, etc. Ce profil là, et si c'est pas ce profil là, l'autre profil qui a l'Imcall UTG donc à 60, pré-flop sur des blindes 2-3, donc à 20 big blinds, qui en plus lui, je le connais, j'ai déjà joué plusieurs fois avec lui, est un joueur plutôt très sérieux. Donc ici je n'ai aucun doute que je suis derrière, je sais que j'ai au minimum les rois ou les as sur un des 2 joueurs. Donc je dois vraiment trouver une cote pour cette mine. Donc ici je vais folder directement, je ne vais même pas payer les 35, suivant ma lecture, parce que parfois, voilà, il y a également un autre facteur, c'est que s'il y a un baby flop, que même sans toucher mon brelan, etc., que je vais commencer à aller chercher des lectures, des choses qui n'existent pas. Et honnêtement, à force de prendre des setups dans la tronche, il y a des moments, je me dis, voilà, je ne peux pas toujours avoir des setups tout le temps. Donc je vais aller me chercher des raisons d'aller miser, en fait, surtout sur les hautes de range que j'ai. Et là, voilà, je serais peut-être capable d'aller chercher me sentir un peu commit. Donc voilà, je ne veux même pas me prendre la tête avec ça. Je suis ma lecture directement. Je sais que je ne suis pas en capacité, en fait, parfois, les derniers temps, surtout, à force d'avoir des sales coups, de faire les folds nécessaires. Donc voilà, je m'évite tout problème ensuite et je suis ma lecture, je fold. Et là, effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a effectivement les as en face et les rois également qui sont là. Et les 2 carrément. Donc voilà, un fold vraiment très exploitant justement sur ces profils là. Donc voilà, il faut être capable aussi de faire des gros folds. C'est pas si compliqué que ça au final, parce que voilà, quand vous avez des dynamiques qui sont particulières, les folds au final ont l'air compliqués, mais ils ne sont pas en réalité. Donc ça, bien évidemment, c'est sur des petites limites. Maintenant en 2-5, vous voyez, les ranges de 3 bêtes, les ranges de 4 bêtes sont totalement différentes. Là on commence à rentrer dans des considérations qui ne sont plus du tout les mêmes. Donc là je vais vous donner donc un autre exemple que malheureusement je n'ai pas pu filmer, mais voilà. Je suis donc là ici en 2-5 au César Palace.
Donc j'ai changé de casino, j'avais besoin un peu de changer d'air et de voir un petit peu la différence justement actuelle entre les casinos du strip et les casinos comme le South Point par exemple. Et là donc je suis en small blind, à savoir que à Las Vegas vous pouvez chop. Chop, c'est-à-dire que les blindes, blind versus blind, vous ne faites pas de combat de blind, vous récupérez votre mise et le coup est fini, on passe à un autre coup et ça va beaucoup plus vite. Et donc la plupart des joueurs au Caesars Palace font cette méthodologie-là, ils chop, ils partagent le coup et c'est fini. Moi, j'ai pris le parti pris que régulièrement, je ne le fais pas, tout simplement parce que ça énerve les joueurs et ça les fait, voilà, ils rentrent un petit peu dans de l'orgueil. Surtout quand j'ai des mauvais joueurs à ma droite et j'ai envie de jouer en position contre eux. Ici, j'ai refusé un chop où j'ai en plus relancé la main, il a foldé. Donc j'ai passé un coup sur un premier tour. Et donc sur un tour suivant, peut-être pas le tour suivant, mais un tour ou deux après, il y a un coup où j'ai en small blind pair as. Donc là je relance à nouveau, je lui mets 25 et il me 3 bet à 75. Je ne le colle pas bien évidemment, je le 4 bet parce que il y a un élément que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un joueur que je connais. Lui ne me reconnaît certainement pas, mais je l'ai joué en fait une fois ou deux il y a quelques mois, donc ici à Las Vegas au Caesars Palace également. Et c'est un joueur qui est très orgueilleux et très agressif. Il est vraiment capable de faire un peu n'importe quoi par moment. C'est pas un pro du tout, mais c'est un joueur vraiment qui est agressif et qui monte souvent des stacks. Hein. Il a souvent des stacks parce qu'il bourrine bien. Donc là ici je veux jouer justement sur le fait qu'il joue un peu à l'orgueil contre moi, certainement qu'il est un petit peu énervé, il a certainement une main également. Donc je le 4 bet à 175 ici. Il va juste call. Donc le flop arrive, 6, 8, 10. Je vais faire un continuation bet à 90. Qu'il va call assez rapidement. Et au turn, une doublette du 6, je vais décider de checker parce que c'est vraiment une technique liée à son profil. Je sais qu'il est agressif, donc sur une faiblesse, une petite mise, il est capable de miser. J'ai fait une petite mise en continuation bet et un check derrière, ça montre quand même pas mal de faiblesse également. Il peut s'envoyer en l'air, donc je check, il check également derrière malheureusement. Il viendra un roi, river. Alors sur cette river, je vais prendre un long moment parce que effectivement, j'essaie de trouver la meilleure stratégie. Il a un peu plus de 600 $ encore devant lui, moi j'ai un peu plus. Et effectivement, il a quasiment un pot size bet au milieu. Je pourrais le faire en gros bourrin et essayer de tout lui envoyer, mais effectivement, je lui ferai fold la plupart de ses mains. Donc mon interrogation est plutôt à définir le montant du sizing si je bête, donc un montant qui soit pas trop élevé éventuellement pour qu'il ait la capacité de me relancer, ou check pour qu'effectivement il se commit et qu'il bête et que je lui revienne dessus en fait éventuellement river. Je décide de le bet donc à 195 $. Après un bon moment de réflexion, et je pense également que ce moment de réflexion plus ou moins long quand même lui a montré de la faiblesse peut-être, où je ne savais pas trop quoi faire, etc. Alors effectivement il a raison, je ne savais pas trop quoi faire, mais plutôt pour les bonnes raisons et non pour les mauvaises. Et du coup à peine que j'ai mis les 195, il m'a annoncé tapis très rapidement à la vitesse de la lumière. Donc ici je n'ai même pas pris le temps d'aller chercher quelque chose au niveau du body language, etc. C'était le plan de jeu, donc je me tiens à mon plan de jeu et je colle assez rapidement au final, et il me montrera paire de 9. Donc voilà, pour vous montrer un peu, vous voyez, la différence de jeu qu'il peut y avoir vraiment entre ces limites, où là on est plutôt sur des techniques à ne pas 4 bet, en 1-2, 1-3, essayer de pas forcément toujours non plus aller chercher des bluffs chez l'adversaire, puisque la plupart des joueurs ne vont pas bluffer suffisamment pour aller chercher des bluffs. Donc voilà, alors qu'en 2-5, vous voyez, il y a des profils quand même qui, eux, n'hésitent pas à envoyer un petit peu du lourd, donc on est vraiment sur des considérations techniques et des plays qui sont totalement différents.